approche. Concept prolongé par un. Donc, lors de cette. Au début, lors de cette présentation, donc, de l'enseignement de sociologie rurale, nous avons vu que cette première partie était constituée de 3 sous-parties. La première, approche sociologique de la ruralité, et en sous-titre, un fait social total. Le rural, en effet, peut être considéré comme un fait social, pour reprendre le concept de Durkheim, comme un fait social total, concept prolongé par son neveu d'ailleurs, sociologue et anthropologue Marcel Mauss, fait social total. Et j'ai ajouté pour ma part, en reprenant le qualificatif forgé au sein de la théorie d'Edgar Morin, dite approche de la complexité, la ruralité peut donc être considérée comme un fait social, total, complexe. Je ne reviendrai pas sur la définition du fait social chez Durkheim, dans la mesure où, dans d'autres enseignements, et notamment histoire et théorie de la sociologie, proposés par l'un ou l'autre de mes collègues, eh bien, ce concept de fait social est abondamment et précisément défini. Par contre, le fait social total, qui plus est complexe, mérite d'être rappelé dans son acception, dans sa définition, et en particulier dans sa quadruple dimension, à travers l'exemple précis du rural, du substantif, du mot, le substantif donc rural. Ainsi, le rural, comme fait social total complexe, se caractérise non seulement par la permanence, par la contrainte et l'intériorisation, mais aussi et surtout, me semble-t-il, par ces 4 dimensions. Politique, j'y reviendrai, économique, technique, et enfin culturel et symbolique. Le rural est donc, premièrement, un fait social qui s'inscrit dans des jeux, dans des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir. Parler de politique rurale ou de politique agricole, l'une des composantes principales de la politique rurale précisément, eh bien, c'est évoquer inévitablement 2 choses. La première, la cogestion. La politique agricole est une politique co-gérée entre, d'une part, l'État, qui représente à travers ses institutions l'intérêt général, et d'autre part, les organisations professionnelles agricoles qui concernent, en particulier, les intérêts privés des travailleurs de la terre notamment. Donc, d'une part, la cogestion, et d'autre part, la dimension européenne de la politique. Qui dit politique agricole ou politique rurale, dit politique agricole commune, la fameuse PAC. L'une des principales politiques à l'échelle d'aujourd'hui, de ce que l'on appelle
l'Union européenne, à l'échelle de l'UE. La politique concerne donc la gouvernance, elle concerne le pouvoir, elle concerne ainsi les décisions qui sont prises en matière de ruralité, en matière de gestion de l'agriculture, de production des denrées, de la transformation des produits issus de l'agriculture et bien entendu de la commercialisation. Ainsi, au-delà de cette dimension politique, j'en arrive tout naturellement, logiquement, plus précisément, à la dimension économique. Et bien entendu, cet aspect a à voir avec l'idée que l'agriculture est un marché, consiste en un grand marché. Il s'agit de production agricole et donc de consommation et partant de commercialisation, de vente. Il y a donc dans cette dimension économique du fait social total complexe qu'est le rural, avec évidemment une nécessité d'éviter la confusion sémantique entre le rural et l'agricole, eh bien, il y a un aspect qui est très important, le marché agricole, qui aujourd'hui n'est plus limité à un marché local, loin s'en faut, pas plus à un marché départemental, régional ou national. Il n'est plus limité donc à cette dimension locale, régionale ou nationale, mais aujourd'hui étendu à la sphère européenne, voire mondiale, à travers notamment la gestion de la vente, de la commercialisation des produits agricoles à l'échelle mondiale, dans le cadre, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Depuis le début des années 1990, l'OMC, donc, qui a prolongé l'action de l'ex-GATT, General Agreement and Tariff and Trade, GATT, les fameux accords douaniers. Alors, la dimension politique, la dimension économique, ne doivent pas faire oublier qu'en matière de ruralité, et notamment d'agriculture, la dimension technique est elle aussi cruciale, centrale. En fait, la technique, dans le travail agricole comme dans l'ensemble des autres sphères du travail, industriel notamment, eh bien, la technique est strictement nécessaire à l'évolution même, justement, des rapports sociaux de production. La nature est ainsi transformée par la culture. Les hommes, donc, dont l'enjeu identitaire et culturel est au cœur de l'analyse et des préoccupations non seulement des intellectuels, des penseurs, mais aussi des acteurs sociaux eux-mêmes, eh bien, les hommes, la culture, agissent sur la nature, par exemple la nature, la campagne, la terre agricole. Les hommes, donc, la culture, agissent sur la nature via l'usage de techniques, via l'usage de technologies, via l'usage d'outils. Et ce n'est pas la même chose d'utiliser un cheval pour labourer que d'utiliser, par exemple, un tracteur. Et à cet égard, je voudrais aborder la quatrième dimension, culturelle et symbolique, car il me semble que l'on peut faire l'hypothèse que l'utilisation d'un tracteur ou l'utilisation d'un cheval ne renvoie pas à la même perception, aux mêmes représentations, aux mêmes identités chez les utilisateurs. Le paysan utilisait effectivement un cheval. L'agriculteur utilise plutôt un tracteur. Et le chef d'exploitation, le chef d'entreprise familiale agricole aujourd'hui, mobilise des technologies nouvelles, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies
Mais je veux dire par là que les changements techniques ne peuvent pas ne pas avoir d'effet sur les changements identitaires et culturels. Le paysan, dans sa ferme, qui utilisait le cheval, a été transformé en agriculteur dans son exploitation, agriculteur dont le symbole identitaire, le symbole culturel, n'est plus le cheval, mais beaucoup plus le tracteur. Et l'agriculteur, dans son exploitation, progressivement, à travers le processus qui sera au cœur de nos analyses de cet enseignement, le processus de modernisation de l'agriculture, eh bien, l'agriculteur va être transformé en chef d'entreprise à la tête donc d'une exploitation familiale agricole moderne, en tout cas plus compétitive, plus productive, voire plus productiviste, et le symbole. Dans le milieu de l'entreprise familiale agricole, le symbole a aussi évolué, a changé, et le tracteur est aujourd'hui largement dépassé par d'autres techniques, d'autres technologies, par exemple les robots trayeurs ou les caméras pour surveiller, le cas échéant, les vélages, donc les naissances des animaux. En d'autres termes, les changements techniques ont toujours des effets sur les représentations sociales, sur les perceptions, sur les changements culturels et symboliques. Cela m'amène, en fait, après avoir plutôt esquissé quelques hypothèses concernant le concept clé de fait social total complexe, cela m'amène à évoquer dans un second temps, et beaucoup plus longuement, puisque c'est vraiment au cœur de ce point intitulé « Les mutations et enjeux du monde rural », cela m'amène donc tout logiquement à évoquer les missions, les différentes missions de l'agriculture, et en sous-titre, entre production et gestion de l'environnement. Et tout de suite un rappel, pour vous proposer un lien avec le propos précédent. Quelles sont les missions des travailleurs de la terre? Ainsi, 3 types de travailleurs de la terre peuvent être présentés de manière idéale typique, à l'instar du sociologue allemand Max Weber, qui proposait des typologies ou des types idéaux pour tenter d'interpréter et donc de mieux comprendre la complexité, la diversité des situations. 3 types de travailleurs de la terre qui peuvent être à la fois nommés, résumés et datés, symboliquement bien sûr, de manière théorique, pour évoquer les missions de l'agriculture, pour évoquer les fonctions des travailleurs de la terre, pour utiliser le terme de M. Placide Rambaud, qui fut à la fois directeur du Centre de sociologie rurale à l'École des hautes études en sciences sociales, et que j'ai eu beaucoup de chance donc, à rencontrer comme premier directeur de thèse en sociologie rurale. Placide Rambaud qui évoquait effectivement les travailleurs de la terre pour distinguer, d'une part, les paysans dans leurs fermes, qui, encore dans les années 1950, avaient une fonction centrale, une mission centrale, la mission de nourrir l'humanité, de nourrir les hommes. Nourrir l'humanité, ça veut dire avoir une mission, et là je mets vraiment le terme de mission entre guillemets, dans le vocabulaire judéo-chrétien, donc en usage à l'époque, la mission des paysans, nourrir avec, par exemple, 2 aliments, 2 produits extrêmement symboliques, et même 3. Le premier, le vin, l'importance de la viticulture, de l'œnologie aujourd'hui, le vin,
bien entendu, métaphore, allégorie du sang du Christ. Et les céréales, le blé, le pain, rappelez-vous l'étymologie du terme de compagnon, cum panem, la personne avec laquelle je partage mon pain. Compagnon. Manger avec. Et le pain, les céréales, évoquant, là encore, le corps du Christ, donc dans la tradition, pas uniquement catholique, mais plus largement chrétienne, dans cette représentation du monde, qui, bien entendu, est largement antérieure à la fin des années 1780, donc avant la Révolution française. Mais je voudrais ajouter un troisième produit, un troisième aliment. Il s'agit bien sûr du lait, avec l'idée de la production laitière, le lait, allégorie du lait maternel, qui donne une mission nourricière à la paysannerie, à l'agriculture. L'agriculteur, donc, dans sa ferme, a une mission extrêmement positive et, partant, une identité et une culture perçue comme extrêmement positive dans la société. Mais cet agriculteur a dû mener une révolution. C'était une révolution technique pour se moderniser. Le fameux passage évoqué précédemment du cheval au tracteur. Cette révolution technique a été une réussite, à n'en pas douter, à tel point que le paysan a quitté sa ferme pour se transformer en producteur agricole qu'on va appeler de plus en plus un agriculteur. Il a quitté sa ferme parce que l'agriculteur va travailler désormais, va produire, que ce soit des denrées alimentaires animales ou végétales, va produire dans une exploitation familiale agricole. Exploitation familiale agricole qui va l'amener effectivement à avoir une seconde mission. Le paysan avait, je le répète, une mission nourricière. Il s'agissait de nourrir ses contemporains. L'agriculteur, on va lui demander non seulement de continuer à nourrir ses contemporains, mais il faudra exporter. Et pour ça, une date symbolique, puisqu'il s'agit du milieu des années 1970. 1973, la crise du pétrole, qui est très connue dans l'histoire socio-économique de la France, voire de l'Europe et du monde. Et en 1974, Valéry Giscard d'Estaing va être l'un des plus jeunes présidents de la République. En tout cas, il aura été l'un des plus jeunes ministres des Finances que la France ait connu, notamment dans la 5e Constitution, à partir de la 5e Constitution, la 5e République. Et Valéry Giscard d'Estaing évoquera, je le cite, l'agriculture comme pétrole vert de la France. Et la mission des agriculteurs sera, à compter de ces années 1970, d'exporter, et pas uniquement, de nourrir les contemporains. Cette stratégie, à la fois politique, économique, technique, eh bien, de modernisation de l'agriculture, va porter ses fruits. Et les paysans avaient fait une révolution technique. Les agriculteurs, on va leur demander de mener une révolution beaucoup plus économique. Il ne s'agira non plus de nourrir uniquement les contemporains, les Français, mais de voir, par exemple, dans l'Union européenne, dans la communauté économique européenne, dans la communauté européenne, puis aujourd'hui dans l'Union européenne, de voir dans l'Europe un certain nombre d'habitants, plusieurs millions d'habitants à nourrir. Il s'agira donc d'avoir cette double mission de nourrir l'humanité et en même temps
d'exporter. La révolution économique va succéder à la révolution technique des paysans. La révolution économique des agriculteurs va mener, dans les années 1980, à un succès de la politique agricole, qu'elle soit nationale ou européenne, à tel point que, au milieu des années 1980, on parlera de moins en moins d'exploitation agricole, d'exploitation familiale agricole, on parlera de moins en moins d'agriculteurs, et bien entendu, le paysan dans sa ferme sera ravalé inéluctablement, inévitablement, donc dans une temporalité ancienne, dans le passé, dans la tradition. Cela va amener, en 1980, cela va aboutir à l'usage d'un autre terme. En lieu et place d'agriculteurs, on évoquera les entrepreneurs agricoles, les chefs d'entreprise agricoles. Effectivement, les chefs d'entreprise agricoles ne travailleront plus, ne vivront plus uniquement dans une exploitation familiale agricole, mais le terme d'entreprise familiale agricole va peu à peu se substituer au terme de ferme et bien entendu aussi au terme d'exploitation familiale agricole, avec une nouvelle mission. Non seulement les chefs d'entreprise agricole devront continuer à nourrir leurs contemporains, nourrir l'humanité, non seulement ils devront continuer à exporter, mais on demandera aux chefs d'entreprise agricole d'ajouter une troisième mission, celle de gérer les stocks, de gérer l'espace. La révolution technique faite par les paysans sera poursuivie par une révolution économique faite par les agriculteurs, et on demandera aux chefs d'entreprise familiale agricole de faire une troisième révolution, et ce sera précisément une révolution culturelle. Il s'agira, à compter du milieu des années 80, et s'il fallait là encore une troisième date symbolique, je dirais volontiers le 1er avril 1984, qui va signer justement l'entrée dans une politique de contingentement. Le contingentement laitier, 1er avril 1984, il s'agit tout simplement de la signature à Bruxelles, ratifiée par le Parlement de Strasbourg, de la signature de la directive européenne dite des quotas laitiers, en fait une directive qui va concerner le contingentement laitier à un moment où il y a une impérieuse nécessité de gérer les stocks. En fait, la modernisation agricole a trop bien réussi. Non seulement elle a bien réussi, mais elle a trop bien réussi, à tel point que plus il y a de produits, plus les produits diminuent en prix. Le prix des produits diminue, étant donné le nombre, la quantité de produits. Eh bien, cette révolution culturelle va amener, par exemple, les chefs d'entreprise agricole à ajouter à la dimension, je dirais, quantitative de la politique, produire plus, une dimension qualitative. Non seulement il s'agira de continuer à produire beaucoup, mais à produire mieux. Le passage d'une idéologie de la quantité à une idéologie de la qualité en matière de production agricole. Ainsi, on demandera aux chefs d'entreprise agricole, et notamment aux plus jeunes, de changer de mentalité, de changer de culture. Par exemple, d'inverser la logique habituelle dans le monde agricole, où l'on produit un produit, où l'on produit d'abord, et où l'on trouve un acheteur ensuite, c'est-à-dire on produit, puis on vend. Et on va demander, à partir de ces années, du milieu des années 1980, aux jeunes agriculteurs notamment, de vendre, c'est-à-dire de trouver un marché, un segment de marché, un marché porteur, de vendre avant de produire. L'agriculture, dit-on fréquemment, est un monde à part. Pourtant, loin d'être une activité de survivance du passé, l'agriculture n'est
pas effectivement une activité de surveillance du passé à la traîne du monde moderne, puisque l'agriculture, donc les agriculteurs, les producteurs, les travailleurs agricoles, pour prendre les trois catégories évoquées, paysans, agriculteurs et chefs d'entreprise agricole, eh bien, les agriculteurs et les agriculteurs ont su utiliser toutes les possibilités, notamment celles ouvertes par l'Union européenne, celles ouvertes par l'Europe. La PAC, la politique agricole commune, peut ainsi être considérée comme, et permettez-moi de me citer, pardonnez-moi de citer le titre d'un colloque que j'ai eu l'occasion donc de coordonner, d'animer il y a quelques années, ici même à Rennes 2. La politique agricole commune est une politique pionnière de la communauté économique européenne, une politique pionnière de l'Europe. Et effectivement, les agriculteurs ont su développer et garder, voire conquérir toute une série donc d'éléments et notamment a su maintenir, garder la compétitivité de l'agriculture. Les agriculteurs, l'agriculture ont conquis, et non sans lutte, et sans conflit et sans difficulté, une part du marché mondial de produits aussi essentiels que le vin, la viande, les viandes, les céréales, les légumes, etc., les fruits, les fleurs, tout en contribuant à un niveau exceptionnel à l'équilibre de la balance commerciale en France, de la balance commerciale de la France, et notamment en Bretagne. On sait ainsi que 200 000 exploitations performantes suffiraient, étant donné le succès de la modernisation dans le champ agricole, dans les exploitations familiales agricoles, on sait que 200 000 exploitations performantes suffiraient à approvisionner, et non pas apprivoiser, à approvisionner la France, voire l'Europe, en matière d'agro-industrie. Aujourd'hui encore, tout cela me semble insuffisamment connu et même, je dirais, souvent incompris. Les problèmes agricoles ne sauraient en tout cas être survolés distraitement et résolus par des formules simplistes. L'adaptation au marché de l'ensemble économique, de plus en plus mondial, et les filières de production, la modernisation des règles juridiques, fiscales, sociales, sont pour les organisations professionnelles, et en particulier les chambres d'agriculture, elles sont pour les organisations professionnelles comme pour les chercheurs, notamment en sociologie, des sujets de réflexion et de préoccupation sur lesquels il nous faudra encore et toujours travailler et peut-être aussi, le cas échéant, tenter de trouver des solutions. Mais si les préoccupations sont tournées vers tout ce qui peut faire de l'agriculture un secteur performant, je pense aussi, ici, que son avenir ne passe pas pour autant que par une vision exclusivement économique, loin s'en faut. L'agriculture a aussi à jouer un rôle fondamental et irremplaçable dans l'occupation, dans l'animation et l'entretien de l'espace national européen. Une partie importante du territoire, en particulier en France, mourrait avec elle si elle ne pouvait y survivre. Et bien des régions, et même des micro-régions, des pays, par exemple, en connaissent déjà la menace. C'est donc aujourd'hui une banalité de souligner que l'agriculture est confrontée à des questions touchant les débouchés, la qualité des produits, la concentration de la transformation et de la distribution. Il ne s'agit pas d'une question conjoncturelle, mais d'un phénomène en profondeur,
traduisant une véritable mutation de l'agriculture, qui devient donc un maillon indissociable d'un complexe agro-industriel, largement mondialisé, ce complexe agro-industriel. Le potentiel agricole français, et en particulier breton, est considérable, mais les débouchés devront être gagnés sur des concurrents tout aussi déterminés. La compétitivité, dont on parle tant, ne s'arrête pas, loin s'en faut, aux frontières du champ ou de l'étable. Les produits doivent se vendre, c'est-à-dire répondre aux besoins qui sont exprimés par les industriels, devenus les premiers clients de l'agriculture. En effet, les producteurs approvisionnent de moins en moins directement les consommateurs. Aujourd'hui, les problèmes à résoudre sont différents de ceux des années 1960. L'agriculture est intégrée dans un processus industriel, qu'il soit alimentaire ou non. L'environnement a changé de visage. Le tissu industriel se concentre et les rachats d'entreprises agroalimentaires vont bon train. La France agroalimentaire est très riche de ses nombreuses petites et moyennes entreprises, symbole certes de la diversité des productions, mais source aussi de fragilité au regard des innovations indispensables à conduire. Le partenariat semble être la seule solution. Ces changements de dimension auront, et même ont déjà, des répercussions sur la localisation des productions, généreront de nouvelles concurrences entre régions, voire entre producteurs. En créant des coopératives, les agriculteurs ont su mettre en place un outil collectif extrêmement performant. Les lois de 1960, 1962, dites loi d'orientation agricole, celle sous la houlette d'Edgar Pisani et du général de Gaulle. Ces lois de 1960-1962 ont jeté les bases de l'organisation économique à travers les moyens, mais à travers les groupements, pardon. Mais une nouvelle étape doit aujourd'hui être franchie. Les agriculteurs ne sont pas sans moyens. Ils doivent, au moins pour garantir leur niveau de vie, continuer 3 choses. 1. Améliorer encore leur savoir-faire pour répondre aux exigences des industriels. 2. Renforcer leur pouvoir économique en concentrant l'offre pour tenter de mettre en place un véritable partenariat. 3. Participer à la promotion des produits, notamment des produits de qualité, afin de satisfaire, voire de créer les besoins des consommateurs. On sait tout l'intérêt aujourd'hui pour les identités de terroir, pour les aliments de terroir. On sait tout l'intérêt des consommateurs pour les traditions culinaires, pour l'alimentation dite authentique, l'alimentation biologique, etc. C'est donc en intégrant ces dimensions que les producteurs agricoles, qu'ils soient paysans, agriculteurs ou chefs d'entreprise agricole, défendront leurs revenus déterminés aujourd'hui de plus en plus par le marché et donc par la capacité à y répondre. Et de moins en moins par des prix institutionnels fixés uniquement à Bruxelles. Mais les pouvoirs publics ont à l'évidence leur part de responsabilité. Il leur incombe la tâche de définir un cadre. Pourquoi pas une nouvelle loi d'orientation agricole, permettant aux entreprises familiales agricoles et aux filières d'exprimer toute leur potentialité. Concrètement, les agriculteurs offrent, pour prendre un exemple connu, des produits touristiques originaux. Le tourisme rural, qui représente aujourd'hui 1/5, jusqu'à 1/5 des nuitées en France, à travers les fermes auberges, camping à la ferme, ferme d'accueil, ferme de séjour,
fermes équestres, gîtes ruraux, etc. Ce type de proposition en matière d'hébergement, le tourisme rural dans l'ensemble, plus généralement, doit être considéré comme un complément de l'agriculture, de l'activité agricole traditionnelle. Ainsi, il est important de prendre en considération l'agriculture dans toutes les fonctions que celle-ci assure vis-à-vis de son environnement socio-économique. En ce début de millénaire, en ce début de siècle, l'agriculture n'est en effet plus seulement productrice de denrées alimentaires. Elle constitue une activité qui génère de très nombreux emplois en amont et en aval du secteur de la production. Elle détient enfin et surtout une fonction d'entretien et de valorisation de l'espace. Qu'elle met en œuvre, valorisation qu'elle met en œuvre en tout cas jusqu'à présent et pour l'essentiel, gratuitement, pour l'ensemble de la société, même si, ça et là, un usage parfois trop intensif des facteurs de production peut avoir des effets évidemment négatifs sur l'environnement naturel. Les organisations professionnelles ont compris cela et souhaitent à juste titre orienter leurs réflexions et leurs actions dans 3 grands domaines. Premièrement, l'aménagement foncier et rural. Deuxièmement, les politiques européennes à caractère socio-structurel. Troisièmement, enfin, l'environnement. Revenons à l'aménagement foncier et rural. Tout n'a pas été fait dans ce domaine, loin s'en faut. Il s'agit en fait de perfectionner les outils juridiques et financiers existants, les fameuses SAFER, les sociétés d'aménagement foncier, et autres organismes comme les OGAF, et de s'impliquer davantage dans les politiques nationales, régionales ou locales qui visent à promouvoir le développement économique du milieu rural, en relation de partenariat avec d'autres institutions qui concourent à cet objectif. À noter concernant les OGAF et les SAFER qu'une liste de sigles vous sera proposée ultérieurement. Ensuite, les politiques européennes à caractère socio-structurel. À cet égard, il faut être extrêmement vigilant quant à la définition et à la mise en œuvre des mesures de toute nature que Bruxelles a préparées pour freiner la production. Soit a préparé, soit a déjà mis en œuvre, soit a mis en œuvre et abandonné. En tout cas, je veux parler du gel des terres, de l'extensification, de la reconversion de la production, etc. À ce sujet, je dois d'ailleurs dire ma réelle inquiétude quant à la faiblesse des moyens engagés pour tenter d'éviter une dégradation du tissu économique et social. Je pense par exemple au très peu de financement dans le cadre des programmes de développement des zones rurales, les fameux PDZR, et au regard et au peu de cohérence de certaines mesures envisagées et parfois abandonnées à juste titre. On peut donc craindre que ce contexte ne conduise les agriculteurs à s'enfermer dans des attitudes et des actions protestataires purement réactionnelles, en tout cas, réactions et actions offertes à la manipulation de tous les extrémismes, qu'ils soient syndicaux ou politiques. Enfin, l'environnement. Il s'agit à l'évidence d'un axe stratégique sur lequel les organisations professionnelles agricoles posent un regard neuf, en tout cas relativement neuf. Je pense effectivement que l'image des travailleurs de la terre est en jeu. Dans ce domaine, on peut avancer dans 2 directions. D'une part, une meilleure maîtrise des techniques de production dans les régions d'agriculture dite intensive, afin de mieux respecter l'environnement. D'autre part, la rémunération du service rendu par les travailleurs de la terre, par les agriculteurs, qui entretiennent la nature. En définitive, après plus de 60 ans de mutation, les 2 fonctions de l'agriculture, produire des produits agricoles et entretenir l'espace rural, sont très lourdes d'incertitudes face à l'avenir.
surtout depuis quelques semaines où les quotas laitiers ont été donc abandonnés après 30 ans donc d'activité de cette directive européenne. Les agriculteurs, les campagnes bretonnes, pardon, et même françaises et européennes, sont de plus en plus rurales et de moins en moins agricoles en termes de production, en termes de population active. Même si l'agriculture reste la première composante de l'usage, de l'utilisation du sol et des paysages. Nombreux sont les départs en retraite sans successeur. Qui va reprendre la terre? Quelles zones seront judicieusement converties à la forêt? Quels espaces agricoles seront maintenus plus à des fins de vie rurale générale que de production agricole? Et grâce à quel financement? La solution des prix garantis, facteur d'excédent, n'est plus viable. Celle des indemnisations spécifiques aux zones défavorisées doit être développée, ainsi que celle qui apporte un soutien aux pratiques innovantes d'agriculture diversifiée. Faire le pari ainsi de conserver une agriculture compétitive, ce qui n'est pas synonyme de productivisme effréné, plutôt qu'opérer un repli protectionniste du type de la politique Méline, le premier qui fut en France ministre de l'Agriculture à la fin du XIXe siècle, du type donc de la politique de Méline, c'est souhaiter valoriser les atouts agricoles que possèdent notamment les travailleurs de la terre bretons. C'est aussi entrer dans un système économique à haute fragilité, malgré les forts rendements, les revenus agricoles restent encore très moyens, à la fois par hectare pour certaines productions ou donc par kilo ou litre en ce qui concerne donc la viticulture notamment ou le lait. Les nombreux cas difficiles soulignent la vulnérabilité du modèle intensif, par exemple du modèle breton, extrêmement sensible aux fluctuations économiques générales et incite à s'interroger sur la poursuite de ce type d'évolution après 40, 50, voire 60 ans de croissance. Il faut rappeler que par l'ampleur de la révolution silencieuse, pour utiliser le beau mot de Michel de Batisse, ancien secrétaire d'État aux industries agroalimentaires dans le gouvernement de Raymond Barre, Michel de Batisse, ancien responsable de la FNSEA, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, eh bien, il faut rappeler que par l'ampleur de la révolution silencieuse de ces agriculteurs, la région bretonne, la Bretagne, jadis pauvre et fortement autoconsommatrice, est devenue la première région agricole non seulement de France, avec plus de 15% du revenu national, à 90% assuré par les élevages et à 6%, avec seulement 6% de la surface agricole utile, la fameuse SAU, donc la surface agricole utile nationale. Permettez-moi maintenant de décliner à la fois après d'autres, et peut-être aussi avant d'autres, les fractures culturelles, ce que le sociologue Bertrand Hervieux avait appelé les ruptures culturelles, les ruptures. Donc, depuis, justement, le 1er avril 1984, date extrêmement symbolique, je viens de le souligner précédemment. Au total, 5 grandes ruptures. Les 4 premières étant en fait, au final, synthétisées dans la 5e. Je veux parler, premièrement, de la rupture démographique. Deuxièmement, de la fracture et donc de la rupture famille-exploitation. Troisièmement, la fracture ou la rupture entre agriculture et territoire. Quatrièmement, la rupture ou, encore une fois, la fracture entre agriculture et alimentation. Et enfin, la fracture entre agriculture
et nature.